Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout à travers le monde et particulièrement ici en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus de nous renouveler votre confiance et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cette émission que j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous. Vous avez été très nombreux à le demander. Monsieur Willy Kalenga, il est directeur général du groupe de presse Géopolis, un de grands journalistes de ce pays, un chevronné, mais également une de grosses plumes de la République démocratique du Congo. C'est avec grand plaisir que nous le recevons dans cette émission. Bonjour Monsieur Willy Kalenga. Bonjour mon jeune confrère Jibi Kilai. Merci beaucoup de nous recevoir ici chez vous. Bienvenue à cette émission. Non, c'est chez vous aussi. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Je sais que la dernière fois on avait fait une bonne prestation. J'espère aujourd'hui être à la hauteur humblement des attentes de vos téléspectateurs. Et il faut reconnaître que beaucoup de gens ont beaucoup apprécié votre intervention lors de la dernière émission et ils vous ont encore demandé. Mais aujourd'hui, nous allons particulièrement nous pencher autour de la corporation journalistique. Il y a beaucoup d'opinions qui estiment, qui ont une certaine perception de la presse, tant au niveau national qu'au niveau provincial à Kinshasa. Mais vous, vous êtes une de grandes figures de la presse congolaise. Quel regard portez-vous particulièrement? Quelle image, quelle lecture, quelle perception avez-vous personnellement de la presse congolaise? Merci beaucoup de me recevoir dans ce cadre. Il est vrai qu'il est très difficile de parler de la presse parce que quelle objectivité aurais-je de parler de ce que j'ai fait moi-même? Quelle distance pourrais-je prendre pour exprimer un jugement ou une analyse ou une opinion qui soit valable? C'est difficile. On est souvent jugé mieux par les autres. Néanmoins, vous l'avez dit, on a une petite expérience dans le domaine. On peut se prévaloir quand même d'un certain nombre d'éléments accumulés avec le temps. Je peux dire aujourd'hui que la presse de notre pays est à l'image même du pays. C'est une presse qui se développe dans un pays post-conflit. Et même le mot post-conflit n'est pas à sa place parce que le Congo est toujours dans le conflit. Hein, on n'est pas encore sorti du conflit. C'est vrai que les plus grands conflits que nous avons eus dans les années passées ici au niveau de quand le pays avait 3 administrations, ça a été les plus grands conflits, la plus grande menace sur l'unité du pays. Avec le temps, on a maintenant un autre conflit que j'appelle les conflits résiduels. Donc quand vous n'avez pas réglé les contradictions principales totalement, il existe toujours des conflits résiduels, notamment ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays, qui est la résultante de ce qui n'a pas pu être bien fait à partir de Sun City. Donc la presse, elle est à l'image de ce pays-là qui se cherche. Autant les pays se cherchent, autant la presse, elle se cherche parce que elle aussi a connu beaucoup d'imitations. Il y a eu beaucoup de changements dans le domaine de la presse d'État à l'époque, à l'explosion des titres et l'explosion des journaux, des télévisions. Tout ça, il faut dire que ça c'est devenu tellement vite que et la presse, et les téléspectateurs, et les auditeurs, et les lecteurs, nous sommes embarqués dans une dynamique qui n'a pas encore donné son dernier mot. Voilà un peu mon premier point de vue. La presse, elle se cherche comme le pays se cherche. Mais elle doit se trouver plus vite que le pays, sinon le pays est dans l'obscurité. Vous l'avez si bien dit, la presse est à l'image du pays et pour beaucoup, selon plusieurs avis, est-ce que vous êtes aussi de cet avis que la presse se retrouve dans pareilles circonstances, dans pareilles situations, parce que c'est voulu par les politiques notamment, et que cette situation est entretenue par les politiques. Est-ce que vous êtes également de cet avis? Vous savez, la presse est un pouvoir. La tradition littéraire, la tradition même de ce métier, voudrait que nous soyons le 4e pouvoir. Eh bien, le pouvoir, comme la liberté, ça s'arrache. Pourquoi les législateurs, pourquoi l'exécutif voudrait d'une presse totalement libre? Parce que la presse est un contre-pouvoir. Nous agissons pour responsabiliser ceux qui ont l'action publique au quotidien.
il est normal qu'humainement parlant, tout ce qui va renforcer l'adversaire, eh bien, on ne le laisse pas passer. Et 3 choses ont été faites contre la presse. C'est selon mon entendement. La première des choses, l'État congolais s'est organisé pour enlever à la presse toute aide possible. Les redevances. Toute aide de redevance, parce que la presse était supportée directement par les consommateurs. Par les consommateurs, donc la redevance, etc. Tout ça, on a enlevé l'aide à la presse qui est dans la Constitution. L'aide à la presse qui est une obligation de l'État congolais, parce que le travail de la presse, c'est un travail du service public. Nous rendons un service public, un service à l'État. Nous permettons à l'État, au travers de notre travail, d'accomplir ses missions régaliennes. Donc, dans le pays, jusqu'à ce jour, aucune aide à la presse n'a été décidée. Ça a été la première des choses, je peux dire la première négligence. Mais il y a eu un crime. Le deuxième crime, c'est que les hommes politiques ont pensé que l'espace était vide, que c'était maintenant à leur occasion de devenir des acteurs de la presse. Puisqu'il y a plusieurs acteurs bien politiques sûr, qui sont patrons de presse. Voilà. Ils sont patrons de presse, ils ne sont pas investisseurs dans les secteurs. N'importe qui peut entrer dans les médias s'il investit. Donc il prend son argent, il met dans les médias rapportent et il a de son bénéfice. Mais non, les hommes politiques n'ont pas voulu faire de la presse une activité commerciale. Ils en ont fait une activité de recrutement et de prolongement politique. Ça signifie de propagande. Donc un instrument pour pouvoir asseoir leur leadership et attaquer les adversaires. Et influencer même le traitement de... Mais bien sûr, mais sinon vous n'êtes pas de la presse. Donc les journalistes ont été happés, d'abord rendus précaires par l'inexistence de l'aide à la presse, par l'inexistence d'une régie publicitaire, par l'inexistence du marché même des publicités, des subventions d'État. Tout ça, il n'existe pas. Maintenant, la seule subvention qui vient, elle vient par les opérateurs politiques qui vous posent des conditions d'une allégeance totale qui remet même en cause les b.a.-ba du métier. Donc, vous acceptez, oui, je vous embauche, oui, à condition que vous me chantez matin, midi et soir. C'était le deuxième crime qui a été commis contre la presse. Et les hommes politiques, c'est des bonnes guerres. Ils ne pouvaient pas nous faire des cadeaux. La troisième erreur, le troisième crime, c'est là il est commis par les journalistes eux-mêmes. Ça signifie que, bon, dans cette situation de précarité, même s'ils avaient été soumis à la pression financière des promoteurs, les journalistes ont estimé que cette situation leur donnait le droit de renoncer même au code de déontologie. À partir du moment où nous le faisons pour la guerre, et une guerre entre guillemets, des leaderships entre les hommes politiques, eh bien tout est permis. Tout nous est permis. Donc, la troisième erreur, ça a été celle des journalistes qui ont estimé que, bon, à partir du moment où on n'a pas de moyens, à partir du moment où on est pris comme des mercenaires, alors nous allons y aller sans retenue. Nous sommes donc dans cette phase-là où la presse devenue, est d'abord victime du coup des politiques. La presse est devenue le bourreau de l'information. La presse même, elle est devenue le bourreau de l'information. Elle agit, elle travaille sans tenir compte des règles de l'art, des métiers que nous n'avons pas inventés, des métiers que nous avons appris, des métiers qui a son b.a.-ba. Voilà les 3 éléments qui font qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, excusez-moi d'avoir été un peu long sur la question, oui. La presse, effectivement, aujourd'hui, elle est victime, mais complice aussi de ce que les politiques ont fait d'elles-mêmes. Très bien, vous avez parfaitement bien peint le tableau, monsieur le directeur général, mais est-ce que, on va parler des restrictions ou des bavures que commettent les journalistes. Vous l'avez dit à travers le 3e crime, où les journalistes eux-mêmes se croient tout permis. Est-ce que vous ne pensez pas le fait que la loi autorise qu'un journaliste qui commet des bavures, notamment avec les délits de presse, ne soit pas responsable de ses actes devant la justice et qu'il doit se présenter devant le tribunal de paix? Cela constitue
ce renfort qui pousse les journalistes à se croire tout permis? Mais non, vous savez, c'est toujours un combat. La liberté, ça s'arrache. Vous savez, il y a eu beaucoup de combats au sein de la presse. Le combat de la loi. Ça, c'est vraiment la part de responsabilité de journalistes. Le combat de la... Oui, vous avez raison. Ils se victimisent lorsqu'il faut aller se présenter devant la justice, mais en réalité, ils commettent... Vous savez, le journaliste est d'abord un citoyen. Il est un citoyen. Donc, il est régi par les règles, les lois du pays. Le journaliste n'est pas un extraterrestre ou quelqu'un qui est en dehors des règles. Donc, c'est un citoyen. Alors, mais parce que ce que nous faisons relève quand même d'une certaine spécialisation, une formation, ce qui fait que les fautes éventuelles, les erreurs éventuelles dans la profession ont difficile à être bien perçues par l'appareil judiciaire. Parce que, en réalité, un délit de presse, c'est quelque chose qui est réglementé par un code, par une loi spécifique. C'est comme ça qu'il y a une loi sur l'exercice de la liberté de la presse. Cette loi-là, elle est une loi qui règle le travail d'un secteur. Et dans cette loi, par le fait de comprendre le contexte, ça ne veut pas dire que le journaliste n'est pas justiciable devant les instances judiciaires. Non, les journalistes, tout ça, un citoyen. Mais parce qu'il fait un travail qui est quand même important, les journalistes ont réussi ce combat à faire prévaloir d'abord ce que nous appelons les tribunaux de paix avant d'aller en justice. Donc, comme ce sont des délits de presse, ce n'est pas des délits de paix, ce n'est pas une personne, c'est dans son travail, c'est l'article que j'ai écrit, c'est le micro que j'ai utilisé, c'est l'information que j'ai diffusée. Comme c'est dans le cadre de mon travail, hein, alors on a mis en place un mécanisme pour que l'on juge le délit plutôt que la personne. Mais aujourd'hui, vous ne trouvez pas que les journalistes en abusent parce que certains, pour des faits même qui ne cadrent pas ou commis extra-professionnels, ils se permettent, au nom de la solidarité journalistique, de... Vous savez, tant qu'on n'a pas jugé, les journalistes doivent être solidaires. Donc, quand un confrère est touché par une quelconque attaque, même une quelconque plainte, les réflexes journalistiques, c'est d'abord d'être solidaire avec le confrère. Mais les journalistes n'ont pas dit que le confrère doit faire ce qu'il veut, non. Mais il faut d'abord qu'ils répondent de cela. C'est comme ça que nous avons mis un tribunal de paix. Oui, nous sommes solidaires avec vous, nous sommes les premiers à vous juger. Parfois, vous savez, quelqu'un peut être arrêté, un journaliste est arrêté. Il fait 2 mois en prison. Et puis, il rentre de la prison, il continue son travail. Mais quand il y a un jugement de paix, on peut lui retirer la carte de presse. On peut le radier de la profession. Ça signifie que il vivait de son travail, comme l'indique la définition du journaliste, hein, il va être privé des ressources pour la vie. Donc, ne minimisez pas le tribunal de paix, parce qu'il peut aller au-delà même du justicier, de la justice. Enlever la carte de presse, radier de la profession. Très bien. Monsieur le directeur général, pour revenir rapidement à ce que vous avez dit tout à l'heure, les 3 différents crimes qui ont, on va le dire comme ça, qui tuent la presse congolaise, vous avez évoqué la problématique de subventions d'État, des redevances, mais également l'influence des acteurs politiques qui sont responsables des médias, mais qui édictent la ligne éditoriale à respecter dans leurs médias. Si vous ne le faites pas, vous êtes chassé. Que faut-il faire pour parvenir à pallier ou à remédier à toutes ces différentes problématiques qui aujourd'hui tuent la presse congolaise et qui paupérisent même les journalistes? Bon, je crois que beaucoup de choses ont été faites. Hein, et comme le combat était quand même assez... Parce qu'il faut reconnaître que les acteurs politiques ne voudront pas que la presse soit effectivement un 4e pouvoir. Bien sûr. Donc, il faut se battre. Comment il faut faire? Oui. Il y a eu des états généraux de la presse il y a 2 ans. Pour certains, ça a accouché d'une souris. Non, une nouvelle loi a été mise en place. Le problème, c'est que, je vous ai dit, les journalistes doivent apprendre à apprendre. Donc, il faut apprendre à se perfectionner. Le monde change. Le journalisme que nous avons commencé il y a une 30aine d'années,
dans sa pratique, dans sa praticabilité, est différent de celui d'aujourd'hui. Beaucoup de choses ont changé. Il y a eu beaucoup d'imitations technologiques. Nous devons nous adapter au contexte actuel. À l'époque, nous, on attendait 20 heures pour suivre le journal. La grande édition. La grande édition du journal télévisé à la RTNC. D'ailleurs, toutes les chaînes privées, moi, je suis allé travailler dans la première chaîne privée dans ce pays. Nous avons mis notre journal en fonction de celui de la RTNC. On s'est dit, bon, comme la RTNC va être à 20 heures, nous faisons notre journal à 19h30. Exact. Et d'ailleurs, TKM qui a suivi a fait la même chose. Ragax 31, il y a très peu aujourd'hui des chaînes privées qui font le journal à 20 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a eu effectivement ce mythe-là. Oui, ce mythe, la sacrosalité, donc la sacralité, excusez-moi, la sacralité du journal de 20 heures. Mais aujourd'hui, ce mythe n'est plus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'instantanéité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui sont venus s'ajouter au spectre de diffusion, aujourd'hui, à l'instant même où une image a été produite, eh bien, ça passe. Notre émission ici, si vous vouliez, elle pourrait passer directement sur YouTube. Donc, même ceux qui sont dans cette maison ici ne me suivraient pas, mais ceux qui sont aux États-Unis, s'ils étaient connectés, ils me suivraient. Donc, la pratique de la profession a beaucoup changé, a évolué. Nous devons donc nous adapter. C'est comme ça que je reviens à la première phrase. Apprendre aux journalistes, ils doivent apprendre à apprendre. Donc, apprendre à s'adapter et à se donner les chances pour survivre dans un monde compétitif. Donc, le premier crime qui a été commis, c'est lui-là, d'avoir refusé à l'État d'accomplir son rôle de subvention. L'État n'a même pas créé un marché de la presse. L'État n'a même pas créé les éléments qui peuvent concourir à ce que l'activité de la presse soit compétitive sur le plan économique. Vous savez, dans certains pays voisins, chez nous, quand vous allez trouver des imprimeries, par exemple, l'État a aidé à ce qu'on mette les imprimeries en place. Vous trouverez des maisons de montage des caméras. Tout ce qui entre dans les domaines de la presse, moi, je peux dire, écoutez, moi, je vais investir dans les médias, mais j'ai fait une imprimerie pour permettre à ce que ceux qui ont des organes de presse viennent travailler chez moi. Je vais gagner. Moi, je vais intervenir, par exemple, je vais monter des studios mobiles pour les JT. Je peux investir. Donc, c'est une aide à la presse. Alors, comme ça n'a pas été fait, l'État n'a pas voulu. L'État a voulu d'une presse pauvre. Oui. C'est fait à dessein. C'était fait à dessein. Et comment maintenant parvenir à sortir de ce carcan? Alors, nous avons tout fait au niveau des États généraux pour demander à ce que l'État puisse nous accorder ce qu'on appelle l'aide à la presse. L'État a, de manière presque symbolique, fait semblant de nous aider. L'État parle d'abord d'assainissement, oui, c'est vrai. Nous devons assainir les secteurs. On dit qu'il y a certains médias qui ont été abusivement fermés, et d'autres qui en souffrent d'ailleurs. C'est tout ça, toute la difficulté est là. Donc, écoutez, vous ne pouvez pas aider un secteur en tuant les peu de volonté qu'il y a dans les secteurs. Exactement. Je crois que ce n'était pas une bonne chose. Mais c'est aussi vrai que pour la deuxième partie de la subvention, je vous ai dit que le journaliste n'est pas un citoyen extraordinaire. Tout à fait. Il est un citoyen d'un pays, il doit respecter les règles du jeu. Aussi, les organes de presse ne peuvent pas être hors la loi. Donc, il y a une loi ici qui demande aux organes de presse de se conformer à une certaine procédure. Si vous vous conformez à la procédure, alors vous existez selon la loi. Vous pouvez maintenant tirer profit de votre existence pour demander des avantages et de l'appui de l'État. L'État ne l'a pas fait. Deuxièmement, ce qui est très 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 difficile, c'est que nous avons des difficultés au niveau de l'autorégulation. Exactement. C'est ça même le nœud du problème. L'autorégulation, parce que les journalistes eux-mêmes ont cassé toutes leurs propres institutions. Les journalistes ne respectent pas l'INPC, les journalistes ne respectent plus. Nous allons revenir, il y a une grande polémique au niveau de l'INPC, notamment en ce qui concerne la commission des disciplines. Tout cela, cette difficulté. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails on ne va pas entrer qui sont les détails de la crise. Vous voyez, tous ceux qui agissent dans une période de crise ne deviennent forts que provisoirement. Vous voyez. Écoutez, commission de crise dans une république où nous avons combien de journalistes dans ce pays?
Déjà au niveau de Kinshasa, mes chiffres... Est-ce que l'UNPC n'est-elle pas faible? Est-ce que vous ne pensez pas que l'UNPC n'a pas son plein pouvoir pour exercer? Et c'est là aussi est fait à dessein, puisque depuis lors, beaucoup de gens attendent notamment le Congrès. Et je vais en profiter si je ne vous pose pas cette question. Beaucoup de gens demandent pourquoi le vieux Willy ne prend pas notamment la présidence de l'UNPC. Parce que non, je ne suis pas... Vous savez, moi je suis un peu un réformiste. Je considère que c'est important pour certaines choses... le secteur. Non. Vous savez, la faiblesse de l'INPC est une faiblesse entretenue. Quel est le plus grand pouvoir de l'INPC? Le plus grand pouvoir. L'INPC, au-delà d'être un syndicat de journalistes, l'INPC a le pouvoir d'octroyer les statuts de journalistes. Ça, beaucoup de journalistes ne le savent pas. Par la carte professionnelle. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui a été fait? La première des choses qui a été faite, c'était de banaliser cette carte professionnelle. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les investisseurs dans les secteurs, moi je les appelle les envahisseurs dans les secteurs, sont des politiques, eh bien, un politicien qui a une chaîne de télévision, il n'a que faire de la carte de l'INPC. Il émet une carte maison. Il peut donner cette carte maison à n'importe qui. Pour rivaliser avec la carte de l'INPC. Bien sûr, bien sûr. C'est la première des choses. Comme la carte de l'INPC n'est plus le sésame qui permet aux journalistes d'accéder à des facilités, à des sources d'information, à des facilités de transport, à des facilités même de réduction. Comme cette carte n'est plus le sésame, hein, alors tout le monde peut maintenant émettre sa carte. Donc la faiblesse, on a affaibli l'INPC en affaiblissant effectivement son pouvoir d'octroyer la carte professionnelle. Mais comment alors arriver à redresser l'UNPC? Il faut d'abord, d'une certaine manière, que le pays lui-même se pose une question de fond. Cela n'a pas été fait aux États-Unis. Quel type de journaliste nous voulons? Oui, ça a été fait et nous sommes au niveau où le niveau le plus difficile là. Donc, ça a été fait, la question a été posée. Les statuts de journaliste, qui est vraiment journaliste? Je voulais d'ailleurs vous poser comment on accède à ce métier? Oui. C'est tout ça la difficulté. Comme beaucoup de gens ont fabriqué des journalistes pour des besoins de la cause, ils ne peuvent pas accepter que nous, en tant que journalistes, nous fassions nous-mêmes les règles d'accès à notre métier. Ils ne peuvent pas accepter. Écoutez, il y a des gens qui étaient des maçons, d'autres qui étaient des... Tout à fait, monsieur le directeur général. Aujourd'hui, qui est journaliste? Qui est-ce qui peut porter ce statut de journaliste? Parce que nous voyons, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des gens, des youtubeurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Il suffit d'avoir une caméra et de se poser devant une parcelle, devenir journaliste. Les caricaturistes, les animateurs, les chroniqueurs de musique et tout. Tout le monde revêt aujourd'hui ce caractère ou ce statut de journaliste. D'après vous, parce que vous avez été formé pour ça, qui peut être appelé journaliste? Non, vous savez, je ne peux pas inventer malheureusement une définition. Elle est celle que la loi donne. Et la loi elle-même, elle est embarrassée par rapport à cela. La loi dit qu'un journaliste, toute personne qui exerce pour sa survie le métier de collecter, de traiter et de diffuser l'information. C'est ça être un journaliste. Bon, c'est une définition vague, hein, qui ouvre toutes les perspectives. Qui étend le champ. Bien sûr. Mais vous êtes d'avis qu'il faut restructurer, restreindre ce champ pour que nous puissions avoir un média. Oui, au regard de l'importance. De l'importance. Aujourd'hui, nous sommes dans une société presque anarchique. Aujourd'hui, nous ne savons pas, et c'est ce qui est grave, ce qui est lu, ce qui est entendu, ce qui est suivi à la radio, ce qui est suivi même à la télé, ce qui est lu dans les réseaux sociaux. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Vous voyez? Les instances de validation, les journalistes, c'est l'instance suprême de validation d'une info. Parce que le journaliste, lui, il a été formé avec des critères précis pour collecter, pour traiter et pour diffuser. Et il signe. Parce que le journaliste ne dit pas des choses comme ça. Il signe son papier, il signe son document et il cite ses sources. C'est cela qui crée la véracité ou sinon la réalité de ce qu'il écrit. Aujourd'hui, avec la multiplicité d'acteurs dans les secteurs, aujourd'hui avec les acteurs des réseaux sociaux,
qui font du bon travail par ailleurs pour certains domaines, parce que nous atteignons à peu près des nombres énormes. Et comme il y a l'économie numérique qui est entrée en jeu, certains sont même payés. Mais un journaliste, la personne qui a été formée pour ça, et qui s'est formée pour ça, et qui s'est engagée pour ça, et dont la conscience professionnelle est assise dans la pratique réelle. Voilà ce que moi je pense d'être un journaliste. Et ça, malheureusement, c'est une race en voie de disparition. Voilà, on va revenir, si vous le permettez, très rapidement sur les états généraux, vous l'avez dit, de la presse organisée. On ne va pas entrer dans le polémique, mais pour beaucoup, un ancien journaliste à la tête à la tutelle a suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'engouement. Mais certaines langues estiment que ces états généraux de la presse ont accouché d'une souris. Vous avez été personnellement à ces assises. Qu'en est-il aujourd'hui des recommandations, des conclusions qui ont été rédigées ou élaborées, proposées même par rapport à la problématique de la presse ou de la gestion de la presse? On a l'impression que des assises ont eu lieu, mais juste après, plus rien. Mais, que voulez-vous, ça relève de la stratégie de guerre. Écoutez, le gouvernement avait besoin d'une presse un peu contrôlée, un peu organisée. Le gouvernement a mis le paquet, le gouvernement a aidé la presse à faire les états généraux. La presse avait besoin d'un cadre, d'une nouvelle loi, mais surtout aussi de responsabiliser les gouvernements pour qu'il accomplisse ses engagements à l'égard de la presse. Ses engagements à l'égard du peuple dont la presse est un des acteurs majeurs pour la satisfaction du droit à l'information. Alors, nous avons accompli notre première tâche. Le gouvernement, après avoir obtenu ce qu'il voulait, ça signifie mettre en place un cadre, connaître les journalistes à peu près, sortir la loi. À partir du moment où on a sorti les états généraux, il existait effectivement ce qu'on a mis en place. On a appelé ça le comité de suivi, des actes des états généraux. Qui jusque-là, le comité de suivi ne fait plus rien parce que il a cessé totalement d'être financé par le gouvernement. Donc, le comité de suivi qui était mis en place avec un président, avec des membres, devait faire le suivi des recommandations et voir comment l'État était en train de remplir ses missions jusqu'à l'organisation du congrès de l'INPC, qui allait être un congrès de refondation. Qui est toujours attendu, voilà, donc le gouvernement a cessé de financer les états généraux, les comités de suivi des actes des états généraux, ce qui a démobilisé les acteurs identifiés et ce qui a réduit les secteurs. Donc le secteur est un peu à l'abandon. Les journalistes ont l'impression d'avoir été un peu... utilisés. Pas utilisés, mais un peu manipulés. Nous sommes tous coupables d'avoir été moins attentifs parce que nous avons laissé quand même le gouvernement obtenir ce qu'il voulait, mais nous n'avons pas obtenu totalement ce que nous voulions. Jusqu'à ce jour, l'aide à la presse n'est pas mise en place, les statuts du journaliste n'est pas mis en place, le congrès de l'INPC n'a pas été financé. Nous avons même pensé qu'il fallait aller plus loin parce que c'est de notre métier qu'il s'agit. Nous avons même dit que nous allions cotiser, nous en tant que journalistes, nous allons cotiser pour organiser notre congrès. Parce que ce congrès va nous permettre de définir les organes internes, de définir un peu cette discipline, de la remettre entre nous. Les générations se succèdent, mais la discipline commence à se perdre. Nous allons appeler tous ces jeunes, tous ces vieux qui sont là pour faire ce congrès et obtenir de ce congrès-là une direction nette de comment va s'exercer ce métier. Mais le gouvernement ne nous a pas financé. Nous avons dit nous allons nous-mêmes financer. À peine que l'idée avait été sortie que la presse va financer elle-même, le gouvernement est comme revenu pour dire non, écoutez, l'argent est dans les circuits, attendez. Non, le gouvernement n'a pas joué carte blanche avec nous. Et c'est dommage que nous en soyons là aujourd'hui. Et quand vous regardez les dégâts qui sont aujourd'hui commis par les journalistes non affermis par les règles de la déontologie, les dégâts sont énormes. Le pays est presque dans une certaine anarchie communicationnelle. N'importe qui dit n'importe quoi. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de respect. C'est parce que justement, on a enlevé à la presse ses moyens
régulation. Très bien. Nous avons une même destinée, celle de servir notre population de l'information qui va édifier et qui va le permettre d'aller vers le progrès. C'est ça notre propre confraternité. Maintenant, comme je l'avais dit, les envahisseurs, au lieu d'être les investisseurs, ils ont pris en charge la presse et en otage pour en faire une arme de guerre de leadership. Et les journalistes comme des fantassins qui sont utilisés pour attaquer, pour tirer sur l'adversaire. Alors, vous voyez, à partir du moment où nous devenons des instruments, au lieu d'être nous-mêmes des producteurs de contenu, nous n'avons plus de valeur. Parce que quand on a fini de vous utiliser, eh bien, on vous jette. J'ai à peu près, je peux de mémoire vous citer 15 à 20 guerres médiatiques sur lesquelles nous avons insisté. Est-ce que cela ne fragilise pas la solidarité et l'unité de la bien presse? sûr, à partir du moment où un journaliste est un instrument de guerre, il n'est plus journaliste. Il faut quand même qu'on se dise la vérité. Le journaliste écrit par ce que nous appelons par propos contradictoires. Le journaliste, il accède à des sources, il vérifie les sources, il va dans le sens contraire pour vérifier ce qu'on lui a dit est exact. Quand il donne l'information, elle est sous-pesée, elle a été contrôlée, et il donne les versions qu'il a. Il peut avoir un point de vue personnel, mais il n'est pas attendu de lui qui donne un point de vue personnel. Donc le journaliste aujourd'hui, quand il ne fait que parler d'un seul point de vue, ce n'est plus du journalisme, ça devient autre chose, ça devient de la communication. Vous savez, quand on fait la publicité d'un produit, un médicament, n'importe quel produit là, rarement on parle des effets secondaires de ces produits. Tout à fait. Voilà. On ne parle que du côté positif. Quand un journaliste n'écrit que pour flatter, pour vous vanter les mérites de l'un, sans pour autant relativiser, ce n'est plus du journalisme. Nous sommes devant la communication. Nous faisons de la publicité. Nous faisons de la propagande. Aujourd'hui, le métier a viré vers la propagande, et c'est une propagande nocive parce que elle crée des frustrations, des blessures, parfois qui sont difficiles à surmonter plus tard. Et aujourd'hui, dans les domaines de notre métier, il y a des journalistes qui ne se parlent plus, qui ne se saluent plus, qui ne se supportent plus, qui même sur des plateaux de télévision, dans les débats, ils s'insultent. Vous sentez des coups, parce que justement, ils sont devenus des soldats. C'est des soldats qui sont dans un champ de bataille. Alors, l'essentiel pour un soldat, c'est d'éliminer l'adversaire. Ce n'est plus une adversité intellectuelle, ça devient des ennemis. Ça, nous ne pouvons que le déplorer, le condamner et appeler à ce que nous redevenions deux confrères. Deux confrères, nous devons rentrer dans la confraternité. Très bien. Alors, lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin de cette émission, surtout qu'à la télé, nous avons la contrainte de temps. Monsieur le directeur général, nous avons parlé de plusieurs bavures, des dérapages des journalistes, mais il y a également ce côté de restriction d'information. Les journalistes sont victimes de plusieurs pratiques qui ne leur permettent pas d'exercer de bonne foi leur profession. Comment aujourd'hui arriver à faire face à cela, notamment en ce qui concerne le droit d'accès à l'information, le droit d'exercer la liberté de la presse? Comment faire pour atteindre cet idéal? Vous savez, encore une fois, je vous ai dit que la liberté est un combat et ça s'arrache. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'une loi, un projet de loi a été mis en place par un peu certaines intelligences journalistiques. Mais qui n'est pas assez vulgarisé aussi. Non, qui n'a même pas été voté. Vous voyez la cour de vulgarisation. Oui. C'est la loi sur l'accès à l'information. Cette loi-là, qui n'est pas encore vulgarisée, non, qui n'est même pas encore votée, elle traîne dans les tiroirs du Parlement. Parce qu'il y a malheureusement. Certains journalistes ont essayé de la faire endosser par certains députés. Les députés n'ont pas su trouver les moyens de la faire passer au niveau du Parlement. C'est normal. Pourquoi? Parce que, et je crois que nous devons, toute proportion garder, avoir une vision stratégique de la question. Oui, chaque personne qui gère une parcelle du pouvoir dans l'État a l'obligation, quand elle est
sollicité par les médias de donner l'information. Open source, donner l'information. C'est ce que la loi voudrait dire. Nous voulons que, parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la désinformation continue? Pourquoi les mensonges continuent? C'est parce que nous n'avons pas la bonne information. Mais nous avons dit qu'il faut mettre en place ces mécanismes pour que chaque journaliste ait accès à l'information et que la source d'information soit dans l'obligation de la donner. Dans certains pays, vous avez l'obligation de mettre à la disposition de la presse ce dont elle a besoin. Chez nous, cette loi n'est pas passée. N'est pas passée pour quelques raisons. La première raison, et je peux la comprendre un tout petit peu, ils ont dit que non, écoutez, nous sommes dans un pays fragile et on ne peut pas mettre toutes les données à la disposition de la presse. Il y a des matières sensibles qu'il faut protéger et ne pas donner à la presse tout cela. Je peux comprendre cela, moi je peux le comprendre. Mais je ne peux pas croire que ça soit la seule raison. La seule raison, non. Il y a certainement aussi une deuxième raison, c'est la politique. Les politiciens gèrent ce pays, certains gèrent ce pays en confondant les services à soi et les services à la nation. Très bien. Voilà. Alors si nous devons demander des comptes, les policiers ont l'impression que nous les contrôlons. Tout à fait. Alors ils ne peuvent pas. Ils doivent choisir ce qu'ils peuvent nous donner. Troisième raison, c'est que c'est la compétence journalistique elle-même. Est-ce que nous, en tant que journalistes, nous avons les moyens de développer des grilles de lecture, de ne pas tomber? Vous voyez par exemple dans la presse, il suffit seulement qu'on parle d'1 million de dollars, les journalistes s'agitent, ils suffoquent même, parce qu'ils estiment que c'est trop. Non, c'est un problème de formation. Et nous demandons aux journalistes de se former dans les questions économiques, dans les questions financières, parce que la notion de proportionnalité est au cœur du débat financier. Donc voilà un peu ce qui a fait qu'aujourd'hui la loi n'est pas passée. Souffre d'être votée au niveau du Parlement. Monsieur le directeur général, vous êtes journaliste, mais également et surtout spécialiste économiste. Je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Vous êtes particulièrement penché sur les matières extractives. Beaucoup se demandent pourquoi aujourd'hui et comment la RDC, qui dispose d'énormes potentialités avec ses ressources naturelles, n'arrive toujours pas à s'éclore, à se développer. La population reste de plus en plus dans la paupérisation, dans un état de misère et de pauvreté. Comment justifiez-vous ce paradoxe? Qu'est-ce que la RDC doit faire aujourd'hui au-delà de ses richesses, de pouvoir en profiter et se développer? Vous savez, cette question mériterait une autre émission. Vraiment. Je ne pourrais pas tout expliquer ici. Juste survoler de manière... Non, juste je vais vous donner quelques synthèses. Donc, vous savez, si moi je suis aujourd'hui directeur général de Géopolis, si j'ai créé Géopolis et nous sommes en train d'aller vers la 20e année, félicitations. Nous sommes bientôt à la 18e année, donc 19. En 2026, ça sera 20 ans. Bravo. Alors, si j'ai créé Géopolis, c'est parce que je suis parti de ce paradoxe. Géo signifie terre. Polis, c'est la cité, en grec ancien. Donc, nous avons une terre des plus riches, mais nous avons des cités les plus pauvres. Quel contraste. C'est comme ça que vous avez Géopolis. Comment, d'une terre aussi riche, on a pu produire une civilisation aussi pauvre? Vous voyez, c'est parce que justement, entre la population, la police, la cité et la terre, il y a ce que moi j'appelle un champ d'exclusion. Donc, oui, nous ne pouvons pas nous développer avec nos ressources, parce que ces ressources ne sont pas à nous. Ça, c'est un premier élément de synthèse que je peux vous donner. Ce n'est pas des ressources qui sont à nous. Pourquoi elles ne sont pas à nous? Parce que justement, nous n'avons pas les moyens, les technologies, les compétences pour les développer nous-mêmes. Et les exploiter aussi. Les exploiter. La première chose. La deuxième chose, à partir du moment où vous avez une ressource et vous n'avez pas développé les connaissances sur la ressource, vous n'avez pas développé les technologies sur la ressource, et vous n'avez pas les moyens pour financer, eh bien,
vous irez les chercher à l'extérieur. Et les personnes qui vont amener les moyens, la technologie et les ressources, et qui connaissent mieux ces richesses, vont les prendre. Le Congo souffre de ces 3 déficits majeurs. Ça, c'est la première chose. On peut tout dire, mais c'est cela. Nous n'avons pas ici une école où nous formons les Congolais sur le cobalt. Où se trouve l'école du diamant? Beaucoup ne l'ont même pas vu. Où se trouve l'école du diamant? Où se trouve l'école du cobalt? Où est-ce qu'on forme les gens pour le lithium? Où est-ce qu'on forme les gens pour l'or? Les Congolais ne connaissent pas l'or. Eh bien, est-ce que nous nous sommes donné les moyens d'apporter la technologie, la connaissance de nos ressources à nos propres enfants? Non. Les Congolais ont choisi des filières autres que celles qui sont dans leurs ressources. Nous avons du bois ici. Où se trouve l'école du bois? Vous voyez, donc je disais qu'une des premières choses, dans une pratique à peu près plus de 2 décennies bientôt de géopolice, j'ai compris que entre les ressources naturelles et la population congolaise, il y a malheureusement un fleuve d'exclusion. La population ne s'est pas vraiment appropriée de ces ressources. On a fait un effort pour avoir un cadre. La loi nous autorise, parce que l'État fait quoi? L'État ne tire de ses ressources naturelles que le droit des douanes, les droits, les permis d'exploitation, les permis de recherche. Et à la limite, les participations minoritaires dans les JV qui sont faites. Ça nécessite vraiment qu'on fasse toute une émission parce voilà, que c'est votre domaine de prédilection. Je dis que ça demandera beaucoup. Exactement. C'est même un des soucis que moi j'ai dans mon cœur. Je me dis, si on doit faire une réforme rapide, elle doit se faire pas sur la recherche des moyens. Il faut former les jeunes gens à connaître leur pays. Exactement. Nous devons avoir l'école en fonction des ressources. Vous voyez, nous avons, où est-ce qu'on forme nos pêcheurs? Beaucoup entendent parler de nos ressources, mais ils ne l'ont jamais vu et on ne les connaît même pas. Dernière question, puisque nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Monsieur le directeur général, aujourd'hui, il y a cette problématique, toujours dans votre casquette d'économiste, cette problématique du taux d'échange. Aujourd'hui, le taux continue à grimper. Il y a dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère. Comment faire pour stabiliser, si pas le taux d'échange, mais au moins la stabilité du cadre macroéconomique, parce que, et surtout avec le nouveau gouvernement qui vient d'être investi, cette situation continue à poser problème et impacte même sur le panier de la ménagère. Vous savez, nous devons cesser d'être hypocrites dans notre pays. On doit être hypocrite, on doit vivre avec nos réalités. Une des réalités que le Congolais ne veut pas accepter et intégrer dans ses analyses, c'est que le Congolais a oublié qu'il est en guerre. Le pays est en guerre. Faut-il le dire combien de fois? Mais la guerre signifie quoi? La guerre signifie utilisation maximale des ressources disponibles. Et les ressources de la guerre, ce n'est pas un investissement. Quand on dépense pour la guerre, on dépense pour protéger les populations et on protège les territoires. Mais l'argent qui est dépensé ne va pas vous revenir. 1 milliard dépensé à la guerre, vous avez le bénéfice de la protection, mais ce n'est pas l'argent investi, c'est de l'argent dépensé définitivement. Alors, comment les Congolais pensent que, avec ces genres de dépenses prioritaires, on peut ne pas ressentir les coûts de ces dépenses dans la vie au quotidien? Comment on croit, comment on pense que le dollar ne va pas subir le choc, les francs congolais, le choc de cette guerre? Le pays est en guerre. Et la plupart des Congolais font semblant de le savoir. Et estiment que c'est une activité périphérique. Parce que c'est loin, parce que c'est l'Est. Mais c'est énorme. C'est tous les jours qu'il faut dépenser. Mais on attend aussi des millions être détournés, malgré que nous sommes... Bon, moi, je ne suis pas dans le... Comment je peux appeler ça? Le folklore des accusations sans preuve. Mais
je ne dis pas qu'on ne détourne pas. Mais l'IGF le prouve. Vous savez, nous devons faire... Nous sommes des journalistes. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un a dit une chose qu'elle est exacte. Il faut qu'il la prouve. Il faut que la chose soit établie. Nous sommes un métier qui travaille par la production des preuves. Mais je disais que ça n'empêche pas au gouvernement de prendre des mesures. Ce qui fait que nous ne ressentons pas, et nous ressentons la difficulté, c'est que le gouvernement se doit de développer à l'endroit de toute la vie économique des mesures pour que nous puissions comprendre qu'il est dans des difficultés et qu'il faut réduire le train de vie. Très bien. Le gouvernement ne réduit pas son train de vie. Comment voulez-vous qu'on ne ressente pas? Écoutez, on ne peut pas manger le même nombre de quantités de nourriture si vous prenez la moitié et vous donnez aux voisins. On réduit les trains de vie. Le Congo ne peut pas faire semblant de ne pas être en guerre. Il faut une mobilisation générale pour que les Congolais sentent qu'il y a des choses qu'ils devaient faire, mais qu'ils ne doivent plus faire, parce qu'une partie de ces ressources va à la guerre. Je ne dis pas qu'on doit tout justifier, mais néanmoins, la solution à notre problème de monnaie, c'est la diversification de notre économie. Et la réduction du train de vie des institutions. Absolument, le train de vie, absolument. Il faut réduire le train de vie, il faut réduire un certain nombre de projets qu'il faut garder à côté, il faut se concentrer sur les minimums qui tiennent l'État en efficacité, mais donner les ressources nécessaires à notre armée, aux forces de la défense et de la sécurité, pour pouvoir atteindre l'objectif de paix. Parce que c'est ça qui va déterminer que quand la paix est là, alors les grands projets d'investissement peuvent revenir. On ne peut pas faire semblant, comme peuple, de condamner notre gouvernement tout le temps, constamment, systématiquement, sur des questions d'évidence. C'est comme ça que je demande à ceux qui peuvent l'écouter que le gouvernement doit aussi faire l'exemple, donner le bon exemple des réductions de son train de vie, et le gouvernement doit concentrer et dire au peuple que il traverse une situation difficile. Ce n'est pas mauvais, c'est pas un péché, c'est pas des super-héros qui ne peuvent pas échouer. Ils peuvent aussi avoir des difficultés. Et partager les difficultés avec le peuple est aussi un acte d'amour, un acte de respect pour ce peuple. Nous vous remercions beaucoup, monsieur le directeur général. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Et c'est par ces mots que se termine complètement cette émission. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Si cette émission vous a plu, dites plutôt un grand merci à monsieur William Kalengai, un des grands journalistes de ce pays. Moi, je ne m'en cache pas de le dire. Je n'attendrai pas que vous ne soyez pas là pour le dire. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, surtout au personnel des Géopolis. C'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Le rendez-vous est donc pris pour un autre numéro la semaine prochaine avec un autre invité, bien évidemment, avec le même plaisir. Merci et au revoir.